De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Souka Souka, professeur d'université. Avec nous également nos éditorialistes Alfred Chango et Lucien Pambou. Tout de suite, le dossier du jour. Pendant longtemps, le contenu de l'enseignement africain est resté calqué sur le modèle occidental. Depuis quelques années, plusieurs pays du continent expérimentent donc de nouveaux systèmes d'apprentissage, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadjaï, et de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Au cours de la dernière décennie, le taux de scolarisation primaire dans le monde a remarquablement augmenté, passant de 82% en 1999 à 88% en 2008 selon l'UNESCO. Les pays les moins scolarisés en Afrique subsaharienne et en Asie de l'Ouest sont aussi ceux qui ont connu les progressions les plus importantes. Des chiffres vérifiables sur le terrain en termes de réduction des inégalités, même si la question des contenus des enseignants se pose encore avec acuité. Le Sénégal a fait d'importants progrès vers la réalisation de l'enseignement primaire universel, grâce à un taux d'achèvement primaire passé de 60% en 2010 à 63% en 2011. Cette progression cadre parfaitement avec la deuxième priorité des objectifs du millénaire pour le développement, qui consiste à assurer l'éducation pour tous. Le taux net de scolarisation au Sénégal pourra atteindre plus de 80% en 2015. Mais ici, la question des contenus se pose encore véritablement. En effet, en matière de qualité de l'éducation, le Sénégal fait partie des pays où le ratio élèves-enseignants a baissé d'au moins 20% entre 1999 et 2011. Cependant, moins de 50% des enseignants sont formés selon les normes nationales. Le système éducatif sénégalais, de même d'ailleurs que les systèmes éducatifs africains, font face à cette grande question liée au contenu, mais aussi aux finalités de l'éducation, de la formation. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des crises, ce qu'on peut appeler une crise de la confiance entre les acteurs, mais aussi une crise de la confiance entre l'éducation et la société, en termes de valeurs qu'il faille effectivement promouvoir dans nos systèmes d'enseignement. Voilà ce qui fait qu'il est essentiel qu'on ait un système éducatif qui ne soit pas distant des valeurs que nous prônons. Nous avons besoin d'avoir un système qui réponde au manque de civisme, de discipline, et qui réponde aux valeurs, en tout cas nécessaires et prônées par l'Afrique. Recadrer le système éducatif sénégalais afin qu'il cadre avec les besoins réels du pays reste sans aucun doute la solution aux problèmes actuels de ce secteur. En effet, selon les spécialistes, le système éducatif sénégalais, voire africain, est l'héritage de la colonisation, ce qui justifie la disjonction qui existe entre l'école et les milieux qui abritent ces structures. Le système que nous développons encore au niveau de notre cadre scolaire est un système hérité de la colonisation. La deuxième chose, c'est que nous avons des écoles qui ont à peu près les mêmes programmes, quelles que soient les régions, quelles que soient les localités. Alors cela veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il va falloir peut-être recadrer notre système en tenant compte de nos réalités propres, mais il faut aussi que les curricula tiennent compte des milieux dans lesquels l'école s'installe. Je veux dire par exemple que dans un espace comme Kédougou où il y a le fer, il faut peut-être des écoles orientées vers les techniques d'exploitation du fer. S'il y a une école installée à Saint-Louis où il y a de l'eau, la pêche se développe, il faut aussi des écoles qui tiennent compte de cette spécificité. Malheureusement, nous avons des programmes standards pour toutes nos écoles et ces programmes ne tiennent pas compte de la spécificité des localités. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une disjonction entre l'école et les milieux qui les abritent. Les assises de l'éducation et de la formation qui viennent de se terminer, cette problématique a été soulevée. Il est essentiel qu'on ait un système qui réponde, nous l'avons dit, aux demandes des communautés. Au Gabon, le taux de scolarisation est de 90% chez les enfants de 6 à 14 ans. Malgré cet important taux, on relève une déperdition qui ramène ce chiffre à 68% pour les enfants de 15 à 19 ans et le rejet scolaire avoisine ainsi les 22%. Dans un pays où la population est estimée à 1 587 685 habitants, soit une densité de 5,9 habitants par kilomètre carré. Pour améliorer le système éducatif au Gabon, le gouvernement a organisé les premiers états généraux de l'éducation en 1983. Une rencontre qui a abouti dans les années 90 au mouvement syndical emmené par Martine Oulabou. Celui-ci va véritablement faire évoluer le secteur. Entre 1991 et 1998, près de 1200 salles de classe se sont ouvertes aux 4 coins du pays et près de 3000 enseignants ont été recrutés.
C'est au prix des revendications et des efforts des enseignants animés par l'amour du métier que ce premier combat sera gagné. Mais cette courbe ascendante va connaître un arrêt brutal dès 2009. En effet, 2009 a marqué un nouveau tournant dans le secteur de l'éducation au Gabon, avec un taux de grève multiplié par 5, voire plus. Nous pouvons dire qu'à partir de 90, lorsqu'il y a eu justement ce changement avec l'arrivée de la démocratie, l'arrivée du syndicalisme, il y a eu une amélioration. Et nous avons vu justement la construction des établissements scolaires, dont l'école Martine Oulabou. Depuis 2009, sincèrement, il n'y a pas d'enseignement. Nous passons plus de temps à faire des grèves parce que nous réclamons justement les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de vie et les salaires des enseignants qui travaillent depuis 5 ans, 10 ans sans être payés, notamment les enseignants du pré-primaire. Cet état de fait a conduit à l'organisation en 2010 à de nouveaux états généraux du secteur. Un mois plus tard, l'État a débloqué 155,9 milliards de francs CFA destinés à financer la mise en œuvre de grands projets du gouvernement et notamment dans les domaines de la formation et des infrastructures. Des chantiers qui piétinent depuis lors. Mais nous ne pourrons atteindre la noblesse de l'éducation. Nous ne pourrons remonter le niveau de notre instruction que si vous le voulez. Il s'agit de notre responsabilité individuelle en même temps que de notre responsabilité collective. Pour adapter le programme aux besoins réels, il faut revoir les réformes qui ont été mises en place en 2010 lors des États généraux. Pour que ces réformes soient réellement conformes aux normes universelles, il faudrait revoir justement les programmes depuis le primaire, le pré-primaire, le primaire, le secondaire et également le supérieur et adapter avec les structures d'accueil. Le taux de scolarisation au Gabon fait partie des plus élevés en Afrique subsaharienne. Pourtant, son contenu n'a pas évolué au primaire et au secondaire depuis près de 10 ans. Au supérieur, c'est le système LMD Made in Gabon, encore mal compris par le plus grand nombre, que l'on tente d'appliquer tant bien que mal. Au niveau du primaire, nous sommes encore sur l'approche par les compétences qui avait été mise en place en 2004. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que ça fait 10 ans, il n'y a pas encore eu d'évaluation. À ce niveau, il y a énormément de problèmes, justement. Il faut revoir cette approche par les compétences. Au niveau du secondaire, ils veulent arrimer l'approche par les compétences à la nouvelle donne. Mais il y a un problème parce que nous sommes encore à l'approche par les objectifs. Au supérieur, c'est le système LMD qui n'est même pas encore bien ficelé, mais qui est déjà sur le terrain. Donc vous voyez qu'au niveau de l'enseignement au Gabon, le Gabon se cherche encore ses bases sur le programme d'enseignement réel pour s'arrimer à la nouvelle donne, à la nouvelle vision qui fera peut-être du Gabon ce qu'il doit être en 2025. Prôner le retour d'une éducation des enfants à la hauteur des attentes des uns et des autres. C'est l'objectif visé par le nouveau patron de ce département ministériel. La ministre Ida Reteno ne souhaite pas avoir une éducation pour chaque classe sociale, un rêve difficile à réaliser. Nous devons refuser de faire en sorte qu'il y ait une république pour ceux qui peuvent avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour suivre leurs études, et une république pour ceux qui n'en ont pas les moyens. La République, elle est une et indivisible. Alors c'est à l'unisson que je vous invite à mettre tout en œuvre pour faire en sorte que l'éducation que moi j'ai connue, l'instruction que moi j'ai eue au Gabon, retrouve ses lettres de noblesse. Les difficultés du système éducatif africain en général sont quasiment partout les mêmes. L'inadéquation formation-emploi en sont les maîtres mots. Même si quelques rares pays font l'effort d'y remédier, le problème reste encore entier. C'est dans ce sens que l'initiative internationale Éducation pour tous vise globalement l'amélioration de la gestion du système éducatif africain en renforçant les moyens de fonctionnement, tout en impliquant les collectivités et les parents d'élèves en développant une gestion par les résultats. Monsieur Souka, vous êtes professeur d'université. Quel regard portez-vous sur l'enseignement africain? C'est bien triste que ce soit l'Afrique
quand on compare l'Afrique et les autres continents, on s'aperçoit très rapidement que l'homme africain recule dans le savoir. C'est extraordinaire parce que, bon, ça fait 50 ans qu'on est indépendant. Et ça tient à quoi? Ça tient à l'école en particulier. Ça tient à l'école. Moi, je suis issu d'un groupe privilégié. À l'époque, bon, c'était déjà pas la colonisation, mais on sortait de la colonisation. L'école sélectionnée. Et donc, on avait un concours drastique, un concours difficile pour tirer les meilleurs élèves qu'on mettait dans un cadre. Hein. Pour ce qui me concerne, c'était l'école d'enfants de troupe de Brazzaville. Je vous assure, cette école-là préparait les élites. Mais au final, et c'est là le problème, qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait des administrateurs moyens. Alors, notre problème, en tout cas en Afrique, c'est celui de la finalité. Bon, nous verrons. C'est le système qui ne va pas ou c'est le contenu? Justement, il faut commencer par le résultat final. Hein. On découvre que ça ne marche pas parce que, comme a dit l'enseignant tout à l'heure, qui s'est bien exprimé, il y a une inadéquation entre ce que l'on enseigne et puis les résultats. Qu'est-ce qu'on forme? Où veut-on aller? Tel est le gros problème. C'est extraordinaire de voir des responsables, des gouvernants qui ont bénéficié du système colonial et qui sont incapables de faire mieux 50 ans après. Et donc, on en parlera. Bon, le contenu, il y a effectivement beaucoup de problèmes dans le contenu, mais les problèmes sont surtout politiques, hein, parce que, et ça, on en parlera. Lucien, est-ce que l'un des problèmes réside dans le fait que l'enseignement africain est encore calqué sur le modèle occidental? Fanny, cet après-midi, je discutais avec un de mes étudiants en école de commerce, Charles Banquet, sur les prix Nobel d'économie. Donc c'est M. Jean Tirole, le français, qui a obtenu ce prix Nobel d'économie en 2000, cette année. Et il me disait, mais monsieur, pourquoi il n'y a pas de prix Nobel d'économie en Afrique? Alors je lui dis, finalement, c'est une question assez brutale. Alors la réponse que je lui ai donnée, c'est parce que, bon, bah, la recherche, donc je réponds à votre question, la recherche, effectivement, essaie de suivre le modèle occidental, mais n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas les moyens, en effet, de ses objectifs. Ça, c'était une réponse globale. Si on rentre un peu plus dans le fond de la question, le véritable problème, c'est qu'il y a eu des ruptures. À une époque, effectivement, la culture assimilationniste, au sortir, comme dit M. Soukasuka, au sortir des indépendances, était une culture, était des modèles d'apprentissage typiquement français et qui étaient gérés par l'Occident, par la France. Il y avait aussi un problème qu'il ne faut pas ignorer, il n'y avait pas cette croissance démographique que nous rencontrons aujourd'hui. Bien. Une fois que l'on a dit ça, on va beaucoup plus loin. On s'aperçoit en effet que l'école aujourd'hui est abandonnée à elle-même. C'est-à-dire que l'école n'est plus connectée aux objectifs de développement comme cela devait être. Ça continue à être de l'apprentissage pour l'apprentissage. Alors, c'est une inadéquation entre la formation et les débouchés professionnels. Et on arrive à une marchandisation. Comme l'école en tant que bien collectif et bien public et que les États ont quasiment failli, on ouvre cet espace de biens publics vers des biens privés. Or, vous savez très bien que les gens des biens, donc qui gèrent ces biens privés, ces écoles privées, n'ont pas comme objectif le développement, ils ont comme objectif la rentabilité de leurs capitaux qu'ils investissent. Donc, il y a une série de problèmes qui se conjuguent les uns et les autres et qui fait que dans des systèmes éducatifs où le taux d'alphabétisation était relativement élevé, aujourd'hui on se retrouve d'une certaine manière avec des taux qui sont en régression. Et dans le même temps,
On nous dit, contradiction et paradoxe, il faut former des gens, il faut éduquer les gens pour le développement. Mais qui va-t-on former? Sur quels critères, sur quelle base? Je termine en disant ceci. Dans le reportage, monsieur nous dit, en effet, je crois que c'est un sociologue de la fac de Dakar qui nous dit il faudrait spécialiser les élèves en fonction des ressources. Là où il y a du fer, on va développer. Mais les développements ne se décrètent pas comme ça. Il y a toute une mise en place d'une politique globale, générale, qu'il faut connecter avec les enjeux industriels ou économiques. Alfred, votre avis sur la question? Il y a des réformes qui ont été menées ces dernières années, il y a 10 ans dans certains pays. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas de résultats? Il n'y a pas de résultats parce qu'au fond, les réformes qui sont engagées, Fanny, ne sont pas soutenues par des moyens conséquents. Pour qu'une réforme tienne, il faut déjà, que des ressources financières soient débloquées, des ressources humaines soient formées et que des élèves arrivent à être scolarisés, à suivre les enseignements dans les établissements, dans les écoles. Or, les infrastructures sont en ruine, les enseignants ne sont pas bien payés, et donc comment voulez-vous que les programmes puissent être appliqués dans tous ces pays africains? Je pense qu'en amont, on ne réfléchit pas suffisamment sur les enjeux de l'éducation en Afrique pour le développement de l'Afrique. Il fut une époque où, moi je me souviens, il y avait à l'université de Kisangani, il y avait le Bureau africain des sciences de l'éducation, où il y avait des enseignants de très très grande qualité qui travaillaient justement à réfléchir sur l'éducation, sur le contenu, sur les programmes, à moyen, à court et puis à long terme pour l'Afrique. Mais avec les crises qui ont secoué finalement tous les pays africains, le bureau n'existe même plus, donc il n'y a pas d'appui, et les États, au fond, qui ont presque tous fait faillite, ont laissé l'éducation à volo. Moi, je viens de Kinshasa, j'étais il y a quelques jours à Kinshasa, j'ai vu dans quel état. La motivation des élèves est là. Ils sont nombreux à vouloir aller à l'école. Simplement, les conditions d'études, les lieux d'études, les infrastructures, les programmes, les enseignants qui ne sont pas payés, ça fait beaucoup de problèmes à la fois que les États ont du mal justement à gérer. Je pense effectivement qu'une bonne politique d'éducation doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Alors, pas seulement... je pense qu'il faut distinguer quand même le primaire. Je pense que les programmes peuvent être des programmes justement d'apprentissage, d'initiation, des acquisitions fondamentales. Ensuite, au niveau du secondaire, là, effectivement, on peut commencer à faire des spécialisations de programmes pour permettre à la fois aux élèves d'acquérir la culture générale, puisque c'est la culture générale qui permet justement des ouvertures vers autre chose, et puis les spécialisations. Et puis au niveau de l'université, tenir compte effectivement de ces enjeux de développement qui sont importants en Afrique, suivant les secteurs. Et là, effectivement, on pourrait imaginer la mobilisation des moyens humains et financiers importants. Monsieur Souka, peut-être rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer aujourd'hui l'enseignement africain, les grandes voies d'amélioration? Pour améliorer, il faudrait d'abord que les gouvernants prennent conscience qu'un pays qui est éduqué augmente la productivité. C'est étonnant que des gens qui sont au pouvoir, qui ont besoin de marquer leur temps, acceptent une situation difficile. La première chose qu'il faudrait apporter à l'éducation, c'est les infrastructures. Déjà, il faudrait mettre les moyens qu'il faut pour construire des écoles. On a vu dans le reportage des écoles qui sont inachevées. C'est incroyable. Les internats. Je peux vous assurer que la classe politique de nos aînés, nos aînés donc, ont tous bénéficié des internats. Tous. Parce que ce sont des enfants de paysans, ce sont des fils de paysans. C'est grâce aux internats qu'ils ont quitté leur village, leur pays, pour apprendre et réussir. Curieusement, c'est un pan de l'éducation nationale qui est mis de côté. On n'y pense pas, on ne le fait pas, alors qu'on a bénéficié de cet élément. La deuxième chose, c'est le livre.
il y a encore pas longtemps, vous allez à Ouagadougou, par exemple. Vous allez à Ouagadougou, ben vous allez trouver des bibliothèques de rue. Et vous voyez les livres qui sont des rebuts de l'Occident. Ça, il faudrait changer cet état des choses. Merci Monsieur Souka. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Mozambique a voté ce mercredi pour l'élection présidentielle et les législatives. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance est favori, mais pour la première fois, sa victoire pourrait être plus difficile que prévu. Et la campagne électorale se poursuit en Tunisie. Les législatives auront lieu le 26 octobre prochain. Le dialogue national a adopté une charte pour le bon déroulement des élections. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.